L'actualité à la une, à ce soir, des chefs d'État du Sahel échangent sur un projet de muraille verte pour les pays de la région. De Nouakchott en Mauritanie, il lance une muraille verte contre la désertification. Michel Kafando prend part au sommet. Il faut arrêter l'effondrement des bâtiments. Le phénomène devient inquiétant et la maison de l'entreprise cherche des solutions. Elle a convié ce matin professionnels, ministères et tous les acteurs associés pour lancer la réflexion. Et puis, les forces de sécurité s'apprêtent à sécuriser les élections du 11 octobre. La formation Bridge ou Pont a été lancée ce matin. Elle doit permettre à chaque agent de faire face aux enjeux sécuritaires en période électorale. Bonsoir à tous, merci de suivre les 20h de la télévision du Burkina. Le président du Faso s'est réuni à Nouakchott pour le 3e sommet de la Grande Muraille Verte. C'est un projet qui lutte contre la désertification au Sahel. La muraille court sur 11 pays et va de l'Atlantique à Djibouti. Explication, Salif Belem, Godefroy Bazier. L'initiative de la Grande Muraille Verte est un projet développé par l'Union africaine pour lutter contre les effets des changements climatiques et la désertification. Au départ, l'idée était de construire un mur d'arbres d'est en ouest de l'Afrique pour stopper l'avancée du désert. Idée vite abandonnée pour faire place à un partenariat sous-régional destiné à renforcer la résilience des populations et des systèmes naturels grâce à une gestion rationnelle des écosystèmes. 11 pays sahélo-sahariens, dont le Burkina, ont créé en 2007 l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, une stratégie régionale harmonisée pour la mise en œuvre de l'initiative. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement de cette agence qui se réunissent à Nouakchott. Avant l'ouverture de la conférence, les présidents Michel Kafando, Macky Sall du Sénégal, Omar El-Béchi du Soudan, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Idriss Déby Itno du Tchad et Mohamed Abdelaziz de la Mauritanie se sont retrouvés hier soir autour d'un dîner. Si de tels projets tendent à unifier la bande sahélienne, il est toujours important de connaître ses frontières. C'est ce que la première session du Conseil des frontières du Burkina tente de réaliser. Une rencontre ouverte à Ouagadougou veut statuer sur les documents de gestion des frontières et examiner le rapport national des localités et frontières. Sarah Sissé, Ernest Kambiré. Face à la menace terroriste et à l'insécurité grandissante aux frontières, le Burkina, qui partage une frontière terrestre internationale avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo, veut disposer d'un référentiel d'intervention et de gestion des frontières. Il s'agit pour le pays de définir une vision et des orientations en matière de gestion intégrée de ses frontières. Nous avons élaboré des référentiels pour la gestion efficace et efficiente des frontières du Burkina. Donc, ces référentiels sont le diagnostic des zones frontalières, la stratégie nationale des frontières et son programme d'appui à la gestion intégrée des frontières. Donc, ce sont ces 3 documents qui seront examinés par le Conseil des frontières, qui est l'organe délibérant de la Commission nationale des frontières. Tous ces documents seront examinés au cours de cette session. Ils seront validés. Promouvoir la coopération transfrontalière et faire de ces zones frontalières un espace intégré de développement socio-économique afin d'éviter les conflits de tout genre. Cette première session du Conseil des frontières va au-delà de la validation des documents, permettre aux membres et aux personnes de ressources d'apporter une réponse cohérente face à la menace terroriste. Cette dynamique actuelle commande donc une révision de la gouvernance des questions frontalières et une réorientation des priorités d'intervention. La gouvernance prospective doit désormais et définitivement prendre le pas sur la gestion au quotidien des problèmes de frontières et des problèmes aux frontières. Dans sa démarche, le Burkina est soutenu par ses partenaires techniques et financiers qui, à l'ouverture de cette première session, ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le pays dans sa politique de gestion des frontières. La maîtrise de ces frontières pourrait peut-être minimiser les fraudes et surtout les fraudes fiscales. Le CNT se bat pour appréhender les fraudeurs et pour mieux comprendre le phénomène. Le député avait rendez-vous ce matin avec les ministres de l'économie, des finances et du budget. Il cherche à assainir les finances publiques. Lassina Ouattara, Bouma Ernest Nebié. Devant la commission d'enquête parlementaire, le ministre de l'économie et des finances et certains de ses collaborateurs donnent des explications sur les fraudes fiscales et les chèques revenus impayés du trésor public.
C'est un exercice qui devra permettre à la commission de poursuivre efficacement son enquête sur ces irrégularités constatées dans les finances publiques au Burkina. Nous constatons par exemple qu'il y a des motos qui sont vendues à Ouagadougou donc, sans faire l'objet de dédouanement. Il y a des dédouanements qui se font sans respecter scrupuleusement les règles, notamment à savoir que les droits de douane sont liquidés à Balorem, c'est par rapport à la valeur. Donc, quand vous dédouanez sur la base d'une valeur minorée, bon, c'est de la fraude dans tous les cas. Il y a des gens qui vendent sans liquider la TVA, donc ils ne la reverseront pas. Bon, tout ça, on constate. Le ministre dit attendre avec intérêt les recommandations qui seront issues de cette enquête. Chaque pays, bon, quand les dossiers passaient en procès de ministre en cas avec 4,5 milliards, c'est pas sur une année, hein, c'est des montants cumulés également sur de nombreuses années. Et c'est pourquoi il faut saluer donc, le fait que le CNT ait entrepris de réfléchir sur la question. Et moi, en tout cas, je serai preneur de toutes les recommandations qu'ils pourront faire. En plus du ministère des Finances, sont concernés par les auditions les acteurs du monde judiciaire, des associations de la société civile et des dirigeants de certaines entreprises de la place. Des sorties de terrain seront effectuées par la commission pour approfondir ces investigations. Et pour mettre ces fraudeurs hors d'état de nuire, il faut aussi compter avec la Ligue des consommateurs. Selon ses responsables, elle a permis de saisir d'énormes quantités d'huile frelatée et engager des démarches à l'encontre des fraudeurs. Réal Wende, Céline Ilboudo. L'actualité nationale ces derniers mois est marquée par des scandales à répétition sur des produits impropres à la consommation. De l'eau minérale aux huiles moteurs, aucun produit n'échappe à l'ingéniosité des contrefacteurs qui se préoccupent plus de leur chiffre d'affaires que de la santé des consommateurs. Face à cette situation, la Ligue des consommateurs du Burkina, conformément à ses missions, reste en veille. Des saisies sur des produits de mauvaise qualité qui vont des pâtes alimentaires, des pâtes dentifrice, également des produits pétroliers. Ces analyses ont révélé que ces produits sont impropres à la consommation humaine et nous avons déposé les résultats d'analyse au niveau de notre avocat Maître Farama Prosper qui va formuler une plainte en bonne et due forme pour que nous puissions poursuivre les auteurs de ces malversations. La Ligue des consommateurs assure que le récent incendie au siège de la Sonabel n'aura pas d'effet sur la fourniture en électricité. Nous allons répéter aux consommateurs ce que le directeur général de la Sonabel nous a dit. Il a dit qu'il n'y aura aucune répercussion négative sur la qualité des prestations de la Sonabel en l'endroit du consommateur. De mars à juin 2015, la Ligue des consommateurs, en collaboration avec les forces de l'ordre, a permis de saisir plus de 27 000 litres d'huile frelatée. La dernière saisie en date concerne des huiles moteurs de marque Total et Shell par la gendarmerie de Basse-Cuire. Pour éviter ces fraudes et ces contrefaçons, le ministère des Ressources animales incite ses acteurs à la modernisation. Message entendu par Amidou Compaoré. Il vient de construire un abattoir. Il a une capacité de plumage de 2000 têtes par heure. Roger Kam, Ini Janine Kambiri. L'inauguration de l'unité moderne d'abattage de volailles dénommée Bonne Volaille vient mettre fin à l'insalubrité que connaît le marché de poulet de Koursenyaar, sise à la cité An-3 de Ouagadougou. Ce site d'abattage premier du genre au Burkina est l'œuvre de LH Amidou Compaoré. Je suis dans le domaine de la grillade il y a plus de 30 ans. Nous avons fait vraiment cette réalisation afin de pouvoir permettre à toute la population et les grillades d'une manière générale d'exercer vraiment ce métier dans la propreté. Le nouvel abattoir de poulet d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA abrite un bureau, une salle d'abattage équipée d'un comptoir de plumage, de 2 bacs à laver et de 2 lavabos. La salle de traitement, elle, est équipée de 2 aspirateurs et de 2 congélateurs. La capacité de plumage de cette unité d'abattage tourne autour de 2000 têtes par heure. À l'endroit des grilleurs, des acteurs, des transformateurs de la filière volaille de façon générale, je les appelle en tout cas à venir voir ce que LH Compaoré Amidou a fait comme investissement, à s'en inspirer
et à démultiplier ce type d'infrastructure-là. À l'image des abattoirs classiques du gros et du mini bétail, celui de la volaille constitue une satisfaction et un soulagement pour les grilleurs de poulet. Ils s'engagent à utiliser ce joyau dans les conditions d'hygiène requises pour la préservation de la santé des populations de la capitale. Dans le but de moderniser le secteur du bâtiment, les acteurs se concertent, les professionnels et tous les intervenants sont réunis pour parler de l'effondrement des bâtiments au Burkina. Un rapport a été présenté à l'occasion. Il fait état de manquements graves. Nongodo Kouda Dramandadia. Triste constat au cœur de la capitale burkinabé. Avec ces immeubles qui s'effondrent, le phénomène devient de plus en plus inquiétant. La raison, la voici. Beaucoup de promoteurs continuent à construire sans permis de construire. Et même ceux qui ont obtenu le permis de construire, il y en a beaucoup qui ne respectent plus exactement les prescriptions qui ont été données par les techniciens en la matière, notamment les ingénieurs. C'est en somme ce que révèle le rapport d'étude sur la problématique des effondrements de bâtiments au Burkina. Une étude commanditée par la maison de l'entreprise, l'un des partenaires clés du département en charge de l'habitat. C'est le lieu pour moi de saluer cette initiative ô combien noble de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Le code de l'urbanisme et de la construction définit clairement les règles et les procédures nécessaires à l'érection des édifices. Cependant, force est de constater que des bâtiments de haut standing destinés à recevoir du public s'effondrent souvent avant même la fin des travaux. Cet atelier d'échange qui réunit les professionnels du bâtiment et l'ensemble des acteurs de la chaîne a donc un but sensibilisateur. Espérons que cela puisse changer véritablement les choses et que ces immeubles résistent le plus longtemps possible. Une autre rencontre importante se tient sur la gouvernance de l'Internet. C'est un séminaire de formation des formateurs sur la question. Les participants viennent d'Afrique francophone avec pour but de se former sur les règles que gouvernent l'Internet, surtout la gestion des numéros IP et les noms de domaine. Hortense Evelyne Yelemo. C'est une première, cette formation des formateurs sur la gouvernance de l'Internet et des autres systèmes d'information. Depuis la décision du gouvernement américain de laisser la supervision des ressources critiques de l'Internet à une plateforme internationale, les pays francophones s'outillent pour relever le défi. Pour que nos populations puissent bénéficier pleinement de l'Internet, il est nécessaire que nous sachions comment le réguler, comment l'administrer, comment l'insérer de manière à ce qu'il serve notre croissance économique. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'Afrique car les enjeux et les défis de l'Internet commandent aux États une vision commune et donc des repères. La masse critique d'experts qu'engendra la formation devrait permettre à l'Afrique, selon le chef du gouvernement représenté, d'avoir une longueur d'avance. S'organiser alors pour participer à la gestion et à la gouvernance de ces technologies devient un impératif pour les citoyens et les gouvernements que nous sommes. Je dirais même que c'est une responsabilité historique de notre génération et je suis tenté de situer cette responsabilité au même niveau que la génération des années 1960 qui est celle des indépendances nationales africaines. L'Organisation internationale de la francophonie et l'Autorité de régulation des communications électroniques soutiennent l'initiative. Elles ont souhaité qu'une telle formation se pérennise pour permettre à l'Afrique de se faire une place dans la gouvernance de l'Internet au moment venu. Mais en réalité, que veut dire gouvernance de l'Internet? On sait que cette notion vient après les révélations d'Edward Snowden sur les échos téléphoniques. Quels sont les défis qu'elle renferme? Réponse avec Hortense Evelyne Yelemo. Internet, c'est au moins 4 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Internet, c'est comme un pays avec plusieurs ressources. Sa gouvernance renvoie à la gestion des ressources critiques que sont les noms de domaine, les numéros IP et en quelque sorte l'identifiant unique. C'est comme exactement avoir une CIB. Si vous n'avez pas de CIB, vous n'existez pas. Eh bien, sur Internet, il vous faut avoir un identifiant unique. Et ces identifiants sont rares.
précieux et doivent être gérés, bien gérés et équitablement entre les différentes nations. Cette gestion implique des mises à jour constantes qui émanent des différentes innovations technologiques. La formation des experts francophones en matière de gouvernance devrait permettre la création d'un environnement propice à l'appropriation du numérique. Si on dort à un moment donné, le monde continue d'avancer et c'est nous qui devenons maintenant des spectateurs de ce qui se passe dans le monde et non plus des acteurs du numérique. Et nous voulons que l'Afrique francophone soit un acteur dans cette compétition mondiale. La nouvelle donne devrait permettre aux différents États africains de trouver un point d'accord dans leur futur rôle dans la gouvernance de l'Internet. Et puis les cadres du ministère de la Communication réfléchissent sur les médias publics comme la RTB et Sidoya. L'objectif est de faire désormais de ces structures des médias de service public. Nathalie Sawadogo. Le ministère en charge de la communication fait le bilan à mi-parcours de ses activités. Il est question ici de revisiter le plan de développement des éditions Sidoya, le projet de la télévision numérique terrestre et les dispositions que doit prendre la RTB pour faire face à l'avènement de la diffusion numérique par des émetteurs terrestres. Comme vous le savez, quand on est arrivé, il y a tout un ensemble de réformes qu'on entendait mettre en œuvre, notamment donc comment s'assurer que ce soit la RTB, que ce soit Sidoya, qu'on puisse aller vers des médias, par exemple, du service public. Et aussi voir dans quelle mesure on peut travailler à améliorer les conditions sociales au niveau des travailleurs. La TNT, qui est très importante, vous savez qu'on devait basculer le 17 juin. Malheureusement, on n'a pas pu respecter les délais. Et cela aussi, il faut dire qu'il y a pas mal de pays au niveau de l'espace UOMOA qui n'ont pas pu le faire. Et cela est dû essentiellement à un manque de financement. Mais vous avez suivi le dernier conseil des ministres. On a pu avoir l'accord pour procéder à la mobilisation des ressources, ce qui nous permettra donc de travailler pour s'assurer qu'au moins d'ici décembre, on soit au moins à jour dans certaines villes avec la TNT. L'examen du rapport de budget est aussi au programme de cette rencontre. Une rencontre qui devrait permettre de faire des propositions pour une meilleure coordination des actions en vue de mettre en œuvre la politique sectorielle du dit ministère dans les délais prévus. Autre point de l'actualité ce soir, toute la sécurité des élections du 11 octobre se définit maintenant. Les forces de défense et de sécurité se forment sur la sécurisation électorale. À terme, chaque agent doit connaître les concepts clés à la sécurisation électorale et faire face aux enjeux de la sécurité. Issa Kafando, Claudine Dimabio Bikaba. Les forces de défense et de sécurité vont voir leurs capacités renforcées sur la sécurisation du processus électoral et cela à travers la méthode Bridge. Une formation qui vise à les outiller pour les permettre d'accomplir leurs missions pendant cette période charnière. Le jour du scrutin, il y a beaucoup de choses à faire du point de vue donc de la sécurité à l'intérieur des bureaux de vote. Il faut qu'ils sachent exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Il faut tenir la sécurité mais sans bousculer les électeurs. C'est-à-dire qu'il faut que les élections puissent se dérouler de manière apaisée, mais de manière rassurante. Nous allons mettre en place aussi un système pour pouvoir assurer l'envoi des résultats, des procès-verbaux à partir des bureaux de vote pour aller vers les centres communaux. Le Burkina est soutenu à travers cette formation par l'Union africaine qui accorde une attention particulière à ces élections d'octobre et janvier prochains. Aujourd'hui, c'est la sécurité électorale. En juin dernier, c'était l'administration électorale et le vote à l'étranger, un exercice auquel le Burkina Faso s'est engagé. Donc il est important que nous puissions donc, ramener autour des parties prenantes du Burkina Faso tous ces éléments qui leur permettront d'organiser des élections justes, crédibles et acceptées par tous. Ces forces de défense et de sécurité devraient donc, après ces 5 jours d'impréhension, être aptes à faire face aux enjeux de sécurité qu'engendreront les législatives et la présidentielle d'octobre. Pendant ce temps, la sécurité en matière d'eau et d'assainissement est en deçà des attentes. Le cadre sectoriel de dialogue eau et assainissement dresse le bilan. Des spécialistes de ces deux domaines sont en concertation à Ouagadougou. Il est question de faire le bilan à mi-parcours des actions menées et aussi de faire des recommandations pour le reste de l'année. Issoufou François Tirogo, Estelle Bari. À peine 40%. C'est le taux de satisfaction des besoins dans le secteur de l'eau et assainissement. C'est ce que révèle le bilan à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue eau et assainissement. Un maigre résultat qui démontre que les défis restent nombreux à relever dans ce secteur.
Ces acteurs du domaine sont donc là pour réfléchir sur les voies et moyens d'améliorer la situation dans ce secteur vital. Mais même si on est réduit à mi-parcours, on devait s'attendre quand même à ce qu'au minimum le 50% des activités que nous avions prévues puissent être exécutées, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on dit à la fois, compte tenu des difficultés, nous avons une certaine appréciation, mais que nous espérons qu'avec la durée de certaines contraintes, donc, nous devons pouvoir arriver à terme. Heureusement, le ministère en charge de l'eau n'est pas seul dans ce combat. Il a à ses côtés ses partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent dans cet objectif de faire en sorte que tous les Burkinabés aient accès à l'eau potable et à l'assainissement. Je peux vous garantir que nous sommes là et que c'est un domaine extrêmement important dans le développement du pays. Le secteur eau et assainissement constitue en tous les cas une des priorités du gouvernement burkinabé. Il est inscrit en bonne position dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Ces participants devront donc formuler des recommandations pour accélérer l'atteinte des objectifs dans ce secteur. Et pour améliorer les résultats dans nos universités, l'université de Ouagadougou opte pour la formation. Les assistants sont à Kombisiri pour prendre des cours sur la pédagogie, mais aussi sur la gestion des carrières. Jean Zongo, Evelyne Dabiré. Ils sont une soixantaine d'universitaires venus de différentes unités de formation et de recherche à participer à cet atelier. Un atelier de formation qui va doter les participants d'outils nécessaires à leur intégration, à la gestion de leur carrière et aussi renforcer leurs capacités en pédagogie, en psychologie et en communication. Les enseignants nouvellement recrutés ont besoin d'informations officielles sur l'université de Ouagadougou, ont besoin d'informations sur comment enseigner, donc la pédagogie. Il y aura des sessions plénières, il y aura des travaux de groupe, il y aura des mises en situation. Cette formation qui a sa 3e édition connaît de l'engouement mais avec peu de places disponibles. Et pour Rabiou Sissé, président de l'université de Ouagadougou, des moyens seront mis en œuvre pour la généraliser afin que tous les nouveaux assistants recrutés bénéficient de cette formation. Restons dans le domaine de l'éducation pour découvrir à présent cette nouvelle rubrique dans le journal de lundi, Chronique Société. Elle porte aujourd'hui sur le continuum éducatif. Débuté en 2007, les résultats sont pour l'instant mitigés et son entrée en vigueur fait polémique. Dramandadian. L'école, lieu d'apprentissage par excellence. Les enfants devraient désormais passer les étapes du préscolaire, du primaire et du post-primaire dans le même établissement. C'est bien là l'esprit du continuum éducatif, entré en vigueur au Burkina depuis octobre 2013, après plus de 6 années d'expérimentation. Ce nouveau système, selon les premiers responsables du département en charge de l'éducation, a l'avantage de résorber les disparités et d'améliorer de manière significative la qualité de notre enseignement. Cette réforme entraîne par ailleurs, à court ou à long terme, la suppression du certificat d'études primaires, CEP. La relecture des curricula s'impose donc avec des programmes réactualisés. L'enseignement de base devient obligatoire et gratuit à tous les enfants de 3 à 16 ans. Conséquence, les établissements scolaires sont actuellement bondés de monde, insuffisance de places. Même les 1035 classes d'emprunt et les 4000 classes sous paillotes enregistrées sur l'ensemble du territoire national n'ont pu venir à bout de la surpopulation dans les classes. La barre de la centaine est franchie par endroits, alors que la moyenne est de 1 instituteur pour une 50aine d'élèves. Les collèges version continuum ont également fait des enseignants, disons des professeurs à plusieurs matières, 3, 4, voire 5. Des syndicats d'enseignants dénoncent ce qu'ils appellent une incohérence pédagogique notoire. À travers marches, sitting et meetings, ils demandent la suspension du continuum en attendant que toutes les conditions soient réunies. C'est là, en effet, la pomme de discorde. Les tractations se poursuivent tout de même. Et si l'on veut bien gagner le pari du continuum éducatif, le MENA et ses partenaires devraient davantage faire des concessions et mobiliser au moins 91 milliards de francs CFA. Les chantres de l'appel lancent le festival J'aime mon pays. Ils espèrent faire passer leur message de paix pendant ces rencontres culturelles. Au-delà de Ouagadougou, le festival compte sillonner des villes comme Bobo Dioulasso et Waïguia, Roger Kam, Ismaël Diloma Sirima. Promouvoir la paix à travers les chants, c'est l'idée du festival J'aime mon pays.
Ce festival aura lieu dans la dernière semaine du mois d'août. Et selon les organisateurs, près de 300 personnes sont invitées à chanter pour la paix. Le festival veut également faire la promotion de la laïcité dans le but de consolider et de prioriser le dialogue entre les différentes couches sociopolitiques du Burkina Faso. Nous espérons ainsi accompagner les échéances électorales à venir grâce à la sensibilisation et la culture de la paix dans toutes les localités du pays auprès des leaders d'opinion, des jeunes des partis, des politiques, des organisations de la société civile et auprès des élèves et étudiants. Au-delà du festival, l'association Les Chantres de la Paix et Selvi Nouvelle espère faire passer un message. Nous n'avons pas le droit, quels que soient les résultats des élections, nous n'avons pas le droit de détruire ce pays. Il y a des instances auxquelles nous pouvons recourir, il y a des méthodes au niveau de la sous-région pour pouvoir recourir et obtenir nos droits. Pour répandre ce message sur un large public, le festival J'aime mon pays prévoit en plus de Ouagadougou, toucher d'autres villes comme Bobo-Dioulasso, Koudougou et Waïguya. Et puis les investitures de candidats pour la présidentielle d'octobre et la disparition de Adama Fofana. Voici la une des quotidiens aujourd'hui. La revue de presse est signée de Sibidi Issa Lankwande. Présidentielle 2015, le bal des investitures se poursuit. Dans leur livraison du jour, nous apprennent que les partis politiques continuent de désigner leur porte-étendard en vue du scrutin du 11 octobre prochain. Ainsi, si c'est Yacouba Ouedraogo qui représentera l'Union pour un Burkina nouveau à cette compétition, Vincent Dabilgou et le Nouveau Temps pour la démocratie NTD ont désigné le candidat du MPP comme le leur. Les parutions du jour nous informent également que l'opération billetage de mai dernier a permis de détecter 1213 fonctionnaires fictifs et de récupérer un peu plus de 2,5 milliards de francs. Bonne moisson pour le gouvernement, nous dit le journal Le Quotidien, qui pense toutefois que le ministère de l'Économie et des Finances doit pousser ses enquêtes pour comprendre ce qui se passe. Si cela n'est pas fait, poursuit le journal, il faut craindre que le système se perpétue. En 1 du crash d'Air Algérie, les familles des victimes se sont recueillies à Ouagadougou. Une commémoration sur fond de polémique nous apprend l'observateur Palga, qui fait part de l'exigence des familles, ces dernières réclamant le rapatriement à Ouagadougou des restes des victimes non identifiées enterrées à Bamako. Les parutions du jour nous apprennent également qu'une stèle sera érigée à Ouagadougou à la mémoire des disparus. Disparition d'Adama Fofana, témoignages et hommages de proches et d'amis à propos de celui qui fit, entre autres, ministre de l'Information, ministre chargé des relations avec le Parlement, président du Conseil supérieur de l'information. Le président du Faso, tout en présentant ses condoléances à sa famille, salue la mémoire de celui qui s'est investi récemment dans la résolution de la crise qu'a traversé le pays. À noter qu'à l'occasion de cette disparition, justement, une veillée de prière aura lieu ce soir même de 20h à 22h au domicile du défunt. Et puis demain mardi 28 juillet 2015 à 8h, levée du corps au domicile du défunt suivi de prière à la mosquée et de l'enterrement au cimetière municipal de Gunga. C'est une information du service d'information du gouvernement. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 22h15 pour la dernière édition du journal.